Bonsoir et bienvenue dans La famille en question. Comment faire face à la précarité? C'est le thème de cette émission. Chômage, emploi précaire, mais aussi épreuves de la vie font parfois basculer dans la pauvreté. Le manque de ressources financières crée un fort sentiment d'exclusion, mais la précarité n'entraîne pas que des difficultés matérielles, elle affecte aussi beaucoup le lien familial. Quelles actions de solidarité peuvent permettre à ces familles de s'en sortir et de rompre leur isolement? C'est ce que nous allons voir avec notre invitée. Marie-Claude Armand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'AC Cambrésis, une association de solidarité entre chômeurs, actifs et retraités se trouvant à Cambrai. Face à vous, nous retrouvons Benoît David, que l'on a le plaisir de recevoir 2 fois par mois dans La famille en question. Vous êtes consultant en communication et sur le comportement. Vous nous apporterez votre regard en fin d'émission. Avant d'entamer notre discussion, je vous propose de regarder ce reportage. David Milia et Jean-Guillaume Charrier se sont rendus à Cambrai. Ils ont rencontré Marie-Christine, aide-soignante et mère de 2 ados. Malgré des fins de mois difficiles, cette maman de 42 ans se bat et ne cède pas au désespoir. Elle veut améliorer son quotidien. Regardez. C'est dans cette maison ouvrière que vivent Marie-Christine, Sandra et Thomas. Divorcée, Marie-Christine élève seule ses 2 enfants. Bonjour. Cette aide-soignante a un salaire de 1 200 €, dont la moitié passe dans le loyer. À la fin du mois, il ne reste plus rien dans le porte-monnaie et parfois même dans les placards. Marie-Christine se souvient d'un soir, il y a quelques années, où elle n'avait plus rien à manger. Il y a 2 dames du quartier qui sont venues chez moi en tapant, en disant bon, on sait que tu as des problèmes. Donc pourquoi tu nous l'as pas dit? Je dis c'est pas évident de dire à tout le monde comme ça qu'on a des besoins, qu'on est embêté et tout. Donc elles m'ont aidé. Donc elles m'ont fait une demande au niveau du Secours catholique, tout ça, et puis elles m'ont aidé à m'en sortir, quoi. Aujourd'hui, l'expérience appartient au passé, car désormais, Marie-Christine travaille toute la semaine, voire certains week-ends pour boucler les fins de mois. Mais résultat, peu de temps passé à la maison et son fils Thomas, livré à lui-même. Il profite de notre présence pour se faire remarquer. Voilà. Il ne cesse de sonner à la porte. Bon, comme lui, elle moins, mais lui, j'ai peur qu'il devienne délinquant, tout ça. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur à demander de l'aide, surtout au niveau éducatif, quoi. Sandra et Thomas ont participé à des groupes de parole pour exprimer leur angoisse et leur espoir. Car seule, Marie-Christine manque d'autorité sur ses enfants. Je les ai toujours fait passer avant moi, mes enfants, donc je pense que c'est ça. Parce que Thomas a déjà été suivi par un psychologue et même Sandra, et il me reprochait de me consacrer à mes enfants. Il m'a dit, il ne faut pas vivre pour vos enfants, vous devez vivre pour vous. Et pourtant, Marie-Christine donne aussi son temps à d'autres enfants. Elle s'occupe d'un groupe de l'ACE, l'Action catholique pour les enfants. Elle est très active au sein de sa paroisse. Je pense que ça, le partage, tout ça, d'être à l'écoute des autres, faire plus attention, pas être dans son petit monde à soi, son bien-être, ne pas penser qu'à soi, quoi. Qu'il y a les gens autour, il faut pas qu'on les oublie, quoi. Une foi inébranlable, un naturel généreux, Marie-Christine est une femme équilibrée, qui ne se plaint pas, malgré la précarité. Peu d'argent, mais beaucoup d'amour, Marie-Christine avance sans avoir peur de l'avenir. Alors voilà, je précise que Marie-Christine n'a malheureusement pas pu être avec nous ce soir devant travailler, mais notre invitée Marie-Claude Armand la connaît bien. Oui. Bonsoir à nouveau. Vous êtes présidente de l'AC Cambrésis, une association de solidarité entre chômeurs, actifs et retraités. Alors comment est-ce que vous avez rencontré Marie-Christine et comment surtout l'avez-vous aidée? Marie-Christine, je l'ai rencontrée surtout dans le quartier. Et le fait que je sois à cette association m'a donné des compétences, j'allais dire, et des connaissances pour pouvoir orienter les personnes vers les institutions qui, elles, peuvent aussi les amener à s'en sortir. Mais j'allais dire, Marie-Christine s'en est surtout sortie par elle-même. Donc c'est vrai qu'on a fait un dossier au Secours catholique. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a repris des études d'aide-soignante en ayant ses 2 enfants, qui avaient des surcoûts, et qu'avec ces surcoûts, elle ne s'en sortait plus, quoi. Et comment est-ce qu'elle a fait alors?
Et comment elle a fait? Bon, il y a eu cette aide du Secours catholique qui a payé des dettes. On l'a aussi soutenue parce que le bailleur, qui est un bailleur social, lui a demandé de ramener les clés parce qu'elle avait 2 mois de retard. Donc c'est aussi une action contre des injustices. Il existe des procédures et quand les personnes sont pauvres, bien souvent, eh ben, on ignore les procédures pour les faire partir et les exclure un petit peu plus. Et vous les aidez dans ce sens-là aussi, voilà, pour faire des démarches administratives, savoir ce qu'il faut faire. Voilà, tout à fait. Alors, dans quelle détresse sont ces familles que vous accompagnez au quotidien? Quelles sont les difficultés auxquelles elles font face? Mais quelquefois, les difficultés, c'est effectivement qu'elles n'arrivent plus à manger, qu'elles ne payent plus leur loyer, qu'elles en arrivent à ne plus ouvrir, c'est pas le cas de Marie-Christine, je précise, mais qu'elles en arrivent à ne plus ouvrir les courriers tellement elles ont peur de ce qu'il y a dans les lettres d'huissier qui commencent à arriver, les menaces d'expulsion. Je crois que c'est vraiment l'engrenage, quoi, hein. Après, les problèmes de santé. On voit bien qu'il n'y a pas les lunettes comme il faut, il n'y a pas de soins dentaires, et du coup des problèmes de santé, de digestion qui en découlent. Enfin, c'est vraiment la globalité, j'allais dire, de la vie qui est, voilà, qui est entachée et gênée dans son fonctionnement dit normal. Quel regard portez-vous sur ces familles en grande difficulté? Sur les familles elles-mêmes, moi, je les considère comme des personnes d'égal, on est d'égal à égal. Je me dis que j'aurais pu être dans la même situation. Et donc, déjà, il n'y a aucun jugement. Et quand je les aide, je ne les oriente pas en leur disant il faut faire ci ou il faut faire ça. Qu'est-ce que vous faites? Je donne des conseils, je donne des lois, j'indique effectivement des procédures. Quelquefois, je propose des noms d'avocats. Je dis qu'on peut avoir un avocat parce que l'aide juridictionnelle existe et qu'avec l'aide juridictionnelle, on a le choix de son avocat, etc. Enfin, c'est vraiment comme si c'était une amie, en fait. Et d'ailleurs, je pense que nos relations deviennent... Enfin, c'est ce que je souhaite en tous les cas, mais deviennent des relations amicales. Je crois qu'il n'y a pas de raison de mener les gens par la main, de se pencher sur eux. J'ai entendu cette phrase du Secours catholique à l'occasion du 60e anniversaire, qui est « regarder les gens de haut anéantis ». Et c'est vraiment une conviction de ma part. Au travers de votre expérience? Au travers de mon expérience, de ma propre expérience de vie, ce que j'essaie de vivre avec les personnes, quoi. Quelques questions plus personnelles. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous engager sur ce terrain associatif pour aider ces familles? Parce que le premier élément déclencheur, maintenant, il a 30 ans. Hein, il y a un point de départ, il y a un élément déclencheur. Voilà, c'est l'élément déclencheur, parce que moi, je faisais partie des personnes qui disaient « en France, il n'y a pas de misère ». Et d'ailleurs, je pardonne aux personnes aujourd'hui qui le disent encore, même si c'est vrai qu'intérieurement, ça me fait beaucoup réagir. Il y a eu une expulsion dans mon quartier, d'une part, et le prêtre d'une famille de 5 enfants. Et le prêtre de la paroisse m'a dit « il y a une expulsion, je voudrais y aller, est-ce que vous venez avec moi ?» Et voilà comment j'ai découvert comment une famille qui s'était cadenassée pour ne pas être expulsée, comment ils étaient à la rue avec 5 enfants. Et donc on a hébergé le premier soir 4 des enfants. Et puis, quel taudis on leur a proposé, la famille disant « on préfère voir nos enfants placés provisoirement plutôt que de les accueillir dans ce taudis ». Une autre expérience qui est aussi du quartier, c'est une usine qui a fermé avec un carnet de commandes plein. Et puis des personnes qui se sont suicidées parce que être au chômage, c'était honteux. Je voudrais dire d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, être au chômage, pour les gens, c'est honteux. Ça le reste toujours. Ça le reste toujours. On ne s'habitue pas, je crois. En tous les cas, au moment du licenciement, c'est des traumatismes pour les gens, quoi. Hein. Et donc, on s'est regroupé avec des cadres, du mouvement des cadres chrétiens,
en disant mais il ne faut peut-être pas attendre que tout vienne d'en haut. Nous, on a notre place à prendre dans la société, retroussons nos manches et aidons aussi. Et donc, on a créé une association Solidarité Multiservice, donc qui porte bien son nom, qui donnait des heures de travail à des personnes licenciées pour qu'elles ne perdent pas la main, qu'elles gardent un contact avec le travail et en même temps un accompagnement déjà vers la recherche d'emploi, vers des solutions quand il n'y avait pas suffisamment d'argent, etc. Vous l'avez précisé, vous êtes engagée chrétienne. Est-ce que la foi vous aide dans vos actions? Est-ce que c'est une prolongation de votre foi, l'ensemble de ces actions? C'est à la fois une prolongation, mais la foi est un éclairage. Je pense que pour moi, ce qui est premier, c'est la vie, c'est l'humain. La foi, l'évangile, éclaire mon action, éclaire mes choix aussi, et éclaire ma manière d'être avec les gens, justement. On est tous aimés de la même manière par Dieu, et il n'y a aucune raison de se croire supérieur parce qu'on a des connaissances, parce qu'on peut aider les personnes, quoi. Est-ce qu'il y a une nécessité, selon vous, d'agir pour tout citoyen? Est-ce qu'il faut éduquer à la solidarité et comment? Je pense qu'il y a nécessité d'agir. Je pense que c'est intolérable pour n'importe quel être humain de savoir qu'il y a un autre être humain qui n'a pas le minimum vital. Et donc c'est une nécessité. Mais je pense nécessité à deux niveaux au moins. Un, c'est la proximité. C'est effectivement ce qui s'est passé un peu avec Marie-Christine. On était à ses côtés, on est encore à ses côtés puisqu'il y a des liens d'amitié aussi, mais aussi un engagement plus social, plus politique. Moi, je dis, il faut penser la misère, mais aussi faire que la misère n'existe pas. Et c'est possible, ça? En tous les cas, c'est possible. Moi, je suis persuadée, oui, elle existera toujours un peu, mais c'est sans doute possible, par des choix politiques, de faire que la misère soit beaucoup moins importante en France. Et justement, en France et ailleurs, excusez-moi, ouais. Mais j'allais dire, on parle du tiers-monde, on parle d'ailleurs chez nous du quart-monde. Je suis convaincue que les causes de la misère là-bas et ici sont les mêmes. Donc il faut agir sur un plan global, mondial. Voilà, et que les personnes, quand je parlais des cadres tout à l'heure, que les personnes qui justement ont des possibilités intellectuelles, ont des relations sociales, ont des responsabilités politiques, qu'elles se remuent, qu'ensemble on se remue pour prendre des décisions qui évitent le maximum de misère. Alors, on en vient à une question justement politique et à l'approche des élections. Est-ce que vous comptez agir? Quels sont les enjeux présidentiels à venir? Est-ce que vous avez l'intention d'essayer de faire bouger les choses au niveau de ce que vous faites, de votre association, et de faire du lobbying? De faire du lobbying, disons de questionner. De questionner les politiques avec des questions précises, avec des exemples précis aussi. On a créé sur Cambrai un collectif à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. On a invité des politiques à venir à partir de témoignages. C'était quelque chose qui était vivant, qui était gai aussi d'ailleurs, puisque quand on voit des gens comme Marie-Christine qui se prennent en charge, qui s'en sortent, non. Je ne peux pas dire qu'elles s'en sortent puisque les fins de mois sont difficiles et qu'on va sûrement voir tout à l'heure aussi que les enfants ont des réactions qui sont liées aux difficultés de la famille, aux difficultés financières. Oui, il faut se remuer et donc à partir de ces exemples-là, questionner les politiques sur est-ce qu'ils ont cette vue globale, cette hauteur pour envisager une société où chacun puisse avoir sa place. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu désespérant, c'est-à-dire que vous menez vraiment une lutte sans fin, une lutte acharnée contre la précarité, mais les chiffres ne reculent pas? Au contraire, je crois même. Au contraire. Est-ce que ce n'est pas un peu décourageant de temps en temps? On peut se dire que si on n'était pas là, ce serait pire. Voilà, donc oui, tout à fait. Et puis, quand une personne vous dit merci,
j'allais dire, quand une personne aussi qu'on a aidée en lui donnant du travail, par exemple, parce qu'on a aussi créé une association d'insertion. Donc on va fêter les 20 ans de cette association-là. Vous êtes dans toutes sortes d'associations. Hein. Ben, c'est-à-dire l'une entraîne l'autre, Ouais. j'allais dire. La première, Solidarité Multiservice, c'est l'association de cadres. Un jour, on nous a dit, mais vous, est-ce que vous essayez aussi de créer de l'emploi ? Et du coup, on a créé cette association. Il y a 80 personnes aujourd'hui. Qui sont des anciens chômeurs, des personnes qui étaient dans la précarité, En qui très travaillent grande chez vous. difficulté. Voilà. Oui, Mais là, ils ont- je n'utilise même pas le mot précarité. C'est La vraiment pauvreté. pire que de La vraie c'est de la pauvreté. misère, même quelquefois. Ce sont oui. des personnes qui sont salariées maintenant. Qui sont salariés dans la précarité. Et ça, je le dénonce en même temps. Mais cette précarité fait plaisir à un moment donné. Donc, on est tiraillé, mais je crois qu'il faut accepter ce tiraillement où on fait rien, où on fait quelque chose et on en lit les limites et on essaie de faire mieux. Par exemple, on propose au ministère de faire une expérimentation pour que ces structures d'insertion gardent les gens dans la durée jusqu'à ce qu'une offre positive arrive dans une entreprise pour elles. Alors ça rejoint effectivement la question de l'État et des politiques sociales. On dit souvent, mais tiens, ces personnes qui sont dans la précarité, après tout, elles vivent au crochet des allocations, du RMI. Qu'est-ce que vous dites face à ça quand vous entendez ce genre de phrase ? Ouais, je dis c'est vrai. Je dis Donc c'est vrai. l'État, mais est-ce qu'il joue son rôle, est-ce qu'il ne joue pas son rôle ? je trouve dommage qu'un État joue le rôle d'infirmier. J'allais dire que le rôle de l'État, c'est d'éviter qu'il y ait cette précarité, cette misère. Donc ces aides sont bien, mais elles ne suffisent pas. Voilà. Elles sont tout de même nécessaires. Elles sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que les gens s'installent là-dedans. Et c'est vrai ? Comment ils pourraient faire autrement que de s'y installer ? Donc il n'y a pas de Qu'est-ce choix. qu'on leur offre d'autre ? J'allais dire, il y a un mot qui revient souvent et avec mépris, c'est le mot assistanat. Mais l'assistanat, qui est-ce qui l'a provoqué ? C'est bien ceux qui ont donné le RMI. Je ne peux pas être contre le RMI, mais en même temps, je me dis, ce qui est important, c'est de donner de l'activité aux gens pour qu'ils soient partie prenante de la vie sociale. Et donc, souvent on dit, en contrepartie du RMI, il faut qu'ils aient une activité. Nous, on inverse, on dit le contraire. On dit que le rôle de l'État, c'est de donner de l'activité aux personnes et en contrepartie, un revenu. Donc ça passe par des créations d'emplois, les entreprises, le secteur des Tout à fait, services. tout à fait, des créations d'activités. Il y en a plein qui pourraient être des besoins énormes dans tous les domaines, que ce soit l'environnement, que ce soit l'aide à la personne, que ce soit de la vie associative qui a une utilité sociale importante. Il y a de multiples créations d'emplois qui pourraient avoir lieu. Bon, je vais peut-être... on baisse les impôts. Moi, j'en paye des impôts. Et je suis bien contente d'en payer parce que ça veut dire que j'ai des revenus qui me permettent de payer ces impôts. On n'explique pas suffisamment aux citoyens que l'impôt, c'est une manière de vivre ensemble, collectivement. Et que ce n'est pas quelque chose qu'on donne à l'État comme si l'État était un être supérieur. C'est bien pour vivre ensemble en société. Et que quand on sait que nos impôts, ils servent à créer de l'activité pour des personnes qui, elles, espère, en tout cas, sont valorisées. Oui. Voilà, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on va peut-être demander aux politiques au niveau des élections. Merci beaucoup Marie-Claude Armand d'avoir apporté ce témoignage. Je me retourne vers vous maintenant, Benoît David, pour les dernières minutes de cette émission. Quel regard est-ce que vous portez sur ce qui a été dit sur ce plateau par D'abord, moi, Marie-Claude ? madame, je voudrais vous féliciter sur l'engagement que vous avez et la manière d'avoir dit les choses simplement. Aussi bien sur le plan politique que sur le plan de l'engagement personnel et des gens pour lesquels vous travaillez, bien évidemment. Moi, en vous écoutant, j'ai pensé à 3 noms. Le premier, c'est un philosophe de l'Antiquité, du début de notre ère, plus tard, qui dit « Chacun porte en soi le trésor de sa sérénité ou de son découragement ». Et en vous écoutant, je trouve que c'est extraordinaire de voir qu'il y a de l'encouragement à vous écouter. Je trouve que c'est très très important. Et celles et ceux qui nous écoutent doivent prendre conscience, de mon point de vue, de cet encouragement. Puis les 2 autres personnes, j'ai pensé à Coluche.
Si Coluche revenait ici, aujourd'hui, et qu'il voyait que le fait qu'il ait lancé les Restos du Cœur il y a 20 ans, ont aujourd'hui entraîné des gens qui vivent là-dedans. Et je trouve que ce que vous avez dit est magnifique. S'inscrire là-dedans est, à mon avis, le plus grand danger. Aider les gens qui sont dans cette situation, incontestablement, vous faites partie de ceux qui passaient du temps à le faire, et je trouve que c'est magnifique. Et parallèlement à cela, nos hommes politiques devraient prendre conscience que, de ce point de vue-là, il faut aussi voir comment sortir de cette situation. Et puis le troisième homme auquel je pensais, que vous auriez pu nommer, c'est Michel Rocard. Lorsque Michel Rocard a créé le RMI, je rappelle, parce que je le dis souvent, il a été voté à l'unanimité au Palais Bourbon. Et le I, de mon point de vue, est passé au A. Le A que vous nommiez tout à l'heure de l'assistanat. Alors, quand on regarde cette situation, à mes yeux, il y a des mots qui sont extrêmement forts. C'est vrai qu'on est dans une spirale négative. On est dans un engrenage, une espèce de toboggan qui nous amène dans un puits. Et quand l'homme est tombé dans un puits, la seule manière de s'en sortir, c'est ou quelqu'un lui tend la main, ou il se débrouille tout seul. Et je pense qu'il y a les deux cas de figure. Les deux cas. Et à mes yeux, le plus important, c'est que aussi bien la main lui soit tendue et qu'il puisse rebondir. Et c'est un point très très important de ce point de vue-là. Et je pense que c'est vrai que les gens qui vont travailler dans la précarité, c'est un mot nouveau dans le fond. Parce que l'adjectif, auparavant, était précaire. On disait d'une situation précaire. Aujourd'hui, on a instauré un mot avec le mot de pauvreté. Et donc, on s'inscrit dans des mentalités qui fait que on ne regarde plus d'ailleurs ce qui va bien, on voit en permanence ce qui ne va pas. Et c'est un des points les plus difficiles aujourd'hui parce que d'un côté, il faut donner de soi, se mettre en mouvement pour pouvoir offrir d'autres situations. Et de l'autre côté, incontestablement, il y a des gens qui ne peuvent pas rester de côté. Et c'est vrai que dans une situation, une économie riche, dans un monde riche, la difficulté croît pour les gens laissés pour compte. C'est qu'elle grandit de plus en plus. Si on fait référence à l'Inde ou à l'Afrique, globalement, les pauvres restent pauvres, plus ou moins pauvres, et les mots sont dits. Dans une économie riche, dans une économie plutôt tournée vers la mondialisation, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et la vraie question, c'est que faire pour ces gens-là et finalement aider les autres qui le sont moins à se débrouiller eux-mêmes. Il faut créer de l'autonomie personnelle. Et je crois qu'il y a deux responsabilités à mes yeux. Il y a la responsabilité personnelle et puis la responsabilité sociale et politique, d'environnement. Et je pense qu'il y a deux grands freins à ce qui a été dit, à mes yeux. Le premier, c'est le regard de l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un tombe, et Marie-Christine le dit, finalement on le sent bien, je n'ai pas osé parler de ces questions-là. Et la première des choses, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire et de ouvrir quelque part sa porte, en parler. Et ça, c'est un point important. Et puis l'autre point, c'est le danger de la peur de l'autre. Sous-entendu, la peur d'une situation où l'individu, vous et moi, on ne la connaît pas. C'est un peu comme le cancer. En fait, on ne prononce pas le mot, c'est comme la mort. On ne le prononce pas parce qu'on y a peur. Et donc, on devrait développer, non pas l'idée qu'on va rentrer dans une société de pauvres, non, mais que la pauvreté existe, qu'il faut pouvoir la rencontrer. Et une fois qu'on sait qu'elle existe, la question est concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse s'en sortir? Et non pas de gérer la pauvreté. Je pense qu'un des mots de notre société aujourd'hui, c'est qu'en fait, on gère. Ça rend bien service à beaucoup de gens. Et donc, dans l'idée centrale, c'est de se dire finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ceci ne se reproduise plus et qu'on limite ça? Et moi, à mon avis, je pense qu'il faut aider les gens à parler, faire en sorte que les gens puissent s'exprimer. Il faut qu'on puisse les remettre debout, c'est-à-dire cette dignité. Je pense toujours, vous savez, quand Armstrong est arrivé sur le sol lunaire, il a cité une phrase que les Américains savent très très bien faire. Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Il me semble que dans la précarité, il faut recréer chez la personne qui se trouve dans cette situation, pour des questions de chômage ou de santé, qu'elle sente qu'il y a quelque chose qui va bien. Vous savez, je pense moi toujours au pas marginal. C'est-à-dire, le marathonien va faire 42 km. S'il part sur 42 km, c'est très très difficile. Il faut qu'il regarde le pas de plus, le pas supplémentaire. Et mettre ces gens-là, et je dis bien ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui souffrent, et non pas les gens de côté, mettre ces gens qui souffrent en dynamique de succès. Et qu'un élément fasse qu'ils trouvent du plaisir à ce qu'ils aient fait, et de ce fait que ce plaisir entraîne d'autres plaisirs. Et je finirai simplement toujours sur cette idée, aider l'homme à regarder les choses en positif. Ceux qui peuvent aider, continuer de le faire et qui se mettent en mouvement de ce point de vue-là, et qu'on leur dise que c'est bien, et puis mettre en dynamique de succès, étape par étape, le mini-succès, le pas marginal, le pas dérisoire, pour des gens qui se trouvent dans cette situation-là. Et je pense que la société, la presse, les journalistes, les médias devraient faire en sorte qu'on devrait d'abord valoriser ce qui s'est bien passé, étape par étape. Et je pense que ça va donner une idée, à mes yeux, aux gens qui sont, hélas, dans cette difficulté, de voir que aussi il y a l'espérance, il y a l'espoir de pouvoir s'en sortir. Et que l'idée du regard positif, à mes yeux, est essentielle dans ce domaine.
Merci Benoît, on vous retrouve très prochainement sur la famille en question. Avant de terminer cette émission, quelques livres à vous recommander sur ce thème. Tout d'abord, Ombre et lumière de la famille Nour. Comment certains résistent face à la précarité de Catherine Delcroix aux éditions Payot. Et puis, signalons la parution d'un Que sais-je intitulé La précarité de Patrick Singolani. Et c'est paru aux presses universitaires de France. Quelques contacts d'associations Lacé-Cambrésis, dont nous avons parlé ce soir sur ce plateau, qui se situe au 42 rue de Noyon, 59 400 Cambrai, téléphone 03 27 74 17 48. Également le Secours catholique qui est situé au 106 rue du Bac, 75 007 Paris. Téléphone 01 45 49 73 00. Un site internet www.secours-catholique.asso.fr. Enfin, dernier mot avant de nous quitter, nous lançons un appel à témoins pour nos prochaines émissions sur le thème « Comment aider les ados face à la drogue et l'alcool ». Nous cherchons un parent ou un ado confronté à ce problème. Alors, si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter au 01 73 02 22 09. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Et je vous retrouve, quant à moi, mercredi prochain pour un nouveau numéro de La Famille en question. Bonsoir.